Retour dans la semaine de l'écho. Je suis en compagnie de Philippe Lenchener, qui est publicitaire, consultant, auteur de Marque France aux éditions du Cerf, et Pierre Briançon, journaliste, chef de bureau au magazine Politico. Et oui, c'est un duel, cette deuxième partie, puisque Marie-Noëlle Lienemann a dû retrouver le Sénat. Alors, aux États-Unis, un face-à-face Clinton-Trump, dominé par les attaques personnelles, vous le savez, et les frasques de Donald Trump. Les questions d'économie sont reléguées au second plan. Et pourtant, en matière de fiscalité, d'emploi et de commerce mondial, les divergences entre les deux candidats sont fortes. Hillary Clinton veut augmenter les impôts quand Donald Trump souhaite les baisser. Le milliardaire dénonce les traités de libre-échange et Hillary Clinton veut relancer massivement l'investissement public. Mais vous allez voir que le duel s'est concentré sur les scandales. Je vous en propose quelques extraits et on débat des programmes échos après. Toujours respecter les femmes. Personne n'a plus de respect pour les femmes que moi. Vous n'avez jamais embrassé ou touché une femme sans son accord? Non, jamais. Ses mains étaient partout sur moi. Il me collait, il empiétait sur mon espace. Il était comme une pieuvre avec 6 bras qui me touchait partout. Ce que l'on raconte n'est jamais arrivé. Et les personnes qui rapportent docilement ces histoires le comprennent. Regardez qui sont ces personnes, étudiez-les, et vous comprendrez vous aussi. Il semble maintenant très clair qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé. C'est l'un des nombreux exemples de la façon dont il a traité les femmes toute sa vie, de la croyance qu'on peut faire ce qu'on veut à une femme. C'est cruel. Bon, Philippe Lenchener, c'est vrai que tout est éclipsé. Ces scandales autour des frasques de Donald Trump risquent de lui coûter très cher d'ailleurs maintenant. Est-ce que sur le programme économique, il y a également un clivage que vous trouvez très important? Oui, il y a un clivage. Hillary Clinton et Donald Trump. Je crois, mais si vous me permettez... Est-ce qu'il y a deux Amériques finalement que chacun Alors, il y a deux Amériques, mais... c'est une matrice, c'est-à-dire, c'est pourquoi je voulais revenir 5 secondes sur votre introduction. Il faut que vous sachiez qu'il y a des sondages qui sont sortis de manière incroyable sur 538 cette semaine. Tenez-vous bien, si uniquement les hommes de plus de 30 ans votaient aux États-Unis, Donald Trump serait élu. Les hommes blancs. Oui, c'est vous dire la profondeur du mal. Les hommes votent Trump à plus de 3% d'écart. Les hommes blancs. Et les femmes, heureusement, donnent 11 points. Donc pour le moment, ce sont les femmes qui élisent Hillary Clinton. Alors sur le programme économique, tout n'a pas été bien fait par l'administration Obama, mais l'administration Obama a à son crédit un certain nombre de choses, et Trump est justement sur ces choses. Et donc, peut faire que ça peut créer un vrai problème. J'en prends 1, 2 ou 3 exemples. Les États-Unis ont doublé les énergies propres. Les États-Unis se sont libérés du poids des énergies étrangères. En matière de santé, la santé était un privilège auparavant. Elle est maintenant un droit, puisque 97% des gens sont couverts. Donc là, vous donnez beaucoup de crédit à l'Obamacare. Ah ben bien évidemment, bien évidemment. Donc, il veut revenir par une série de décisions sur ces points-là. Et ça, c'est dramatique. Il y a un vrai sujet aux États-Unis, c'est la machine-outil, l'industrialisation assez lourde. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui est sortie aujourd'hui, alors que nous parlons, ce matin même dans Wall Street Journal, et qui dit la chose suivante. Qui dit que les 4 premières capitalisations boursières aux États-Unis ont perdu 450 000 emplois en 3 ans. Et que la Silicon Valley a perdu 50% de ses emplois en 10 ans, à cause d'une incapacité à répondre à la robotisation. Ce qui veut dire que vous avez aujourd'hui aux États-Unis 2 choses. Une merveilleuse machine à créer de la valeur ajoutée, avec toujours les rois du marketing, et avec Nike, avec Apple, avec Google, avec Microsoft, qui sont chez eux. Et de l'autre côté, vous pouvez avoir une création de richesse qui va donner lieu a tout de même un vrai problème au niveau de l'unemployment, au niveau du chômage. Qui crée du chômage. Voilà. Non, pas forcément qui crée. Qui fait qu'en face, la raison pour laquelle ces produits sont fabriqués, c'est qu'il existe une meilleure réponse à l'étranger et que cette réponse ne peut pas être relocalisable parce que c'est un problème de manque de robots, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et là, il y a un problème d'industrialisation des États-Unis. Hillary Clinton et ça, c'est mauvais pour la croissance. Oui, et Hillary Clinton a pointé le sujet, Trump ne l'a pas pointé. En rappelant par rapport à la croissance qu'ils n'ont jamais que 2%, c'est pas beaucoup. Ils n'ont 2%, et d'ailleurs, les derniers chiffres du chômage, de création d'emplois ne sont pas très bons. Mais enfin, ils sont quand même à 5% de taux de chômage. Ils ne sont pas très bons, mais ils sont bons, les derniers mensuels, et ils continueront d'être bons dans les mois qui viennent. Donc ils continuent à créer des emplois. Je crois qu'il n'y a aucun doute que
politique économique Obama est un succès, le chômage est à 5,5%. Mais il n'arrive pas à défendre véritablement son bilan, c'est ça qui est intéressant. Sa cote de popularité est à plus 55%, donc c'est une bonne présidence en termes de données agrégées, si vous voulez. Il n'y a aucun doute qu'il est populaire, que les Américains, dans leur majorité, reconnaissent la réussite. Il n'y a aucun doute non plus... De Barack Obama. Il n'y a aucun doute. Il avait eu le droit de se Il n'y a aucun doute non plus que le programme économique de Trump, encore une fois, le risque s'estompe de jour en jour, créerait une récession assez sérieuse à partir de 2018. Parce qu'il veut baisser les impôts. Premièrement, baisse massive des impôts qui va en retour influencer le déficit budgétaire américain de l'État. Deuxièmement, expulsion massive des travailleurs, y compris de certains qui sont entrés de plusieurs millions, 11 millions de travailleurs latino-américains qui contribuent à l'économie américaine. 30% des boîtes américaines sont créées par des immigrants. C'est mauvais pour l'économie. Et enfin, troisièmement, quand même, le problème important, c'est la dénonciation théorique des accords de libre-échange qui ont été conclus tant avec le Mexique que peut-être avec le Canada et avec potentiellement l'Europe, pas encore. Mais donc effet récessif. Moody's a publié une étude il y a quelques mois là-dessus. Il n'y a aucun doute que le programme Trump amène une récession, encore une fois, à l'horizon 2008. Moody's vient de publier l'étude symétrique qui est, il n'y a aucun doute non plus que le programme d'Hillary Clinton conduit à un renforcement de la croissance et sans doute une baisse encore de ce taux de chômage jusqu'aux alentours de 4,5% à la fin du mandat en 2020. Donc il défend cette politique d'investissement public qu'elle défend, elle, haut et fort. 275 milliards de dollars en 5 ans d'investissement public. Il y a des réserves, évidemment. Ça m'étonne de Moody's, mais... non, Moody's c'est une boutade. Moody's n'est pas... c'est une boutade. Le programme d'Hillary Clinton est objectivement un programme de renforcement et un programme, pas de relance, parce qu'encore une fois, on relance une économie qui marche dans le contexte mondial actuel plutôt très bien, à 2,2%, autour de 2,2%. Elle porterait la croissance à 2,5%. Encore une fois, enfin, le problème de ces données, c'est plutôt qu'elles sont peu audibles dans une grosse partie de l'électorat américain, puisque où on se méfie des experts, où les économistes sont considérés comme des menteurs ou des charlatans. C'est toute cette propagande, si vous voulez, populiste de droite qui fait que la raison n'a plus aucun intérêt. Et la raison ou les faits ne sont qu'une opinion parmi d'autres. Alors, il n'y a qu'un seul économiste, par exemple, qui conseille Trump, un économiste académique reconnu par les siens, qui est j'ai oublié son nom, mais qui est concentré sur, je ne suis pas le seul, je vais vous l'expliquer, qui est concentré sur les questions de commerce international et qui pense que les accords de commerce international sont dramatiques pour l'économie américaine. Il a la particularité qu'en gros, la plupart de ses collègues grands économistes ne comprennent pas ce qu'il veut dire et n'ont pas bien compris, en général, ses propos. Et donc, vous avez cette bataille d'espèce de raison économique d'un côté face à un populisme irrationnel de l'autre, qui fait qui montre que, compte tenu des sondages, du fait que c'est pas encore gagné pour Hillary Clinton, qui montre qu'il y a un vrai débat et un vrai combat pour convaincre l'opinion. Se fait sur l'irrationnel. Pour convaincre l'opinion que c'est Philippe. Hillary Clinton et Barack Obama ont été traumatisés et obsédés ensuite par cette histoire de too big to fail. Et ils ont notamment fait, durant ces dernières années, toute une série de programmes pour que, alors d'ailleurs nous on en rigolerait, on les traiterait de bolcheviques et de collectivistes, pour que les banques soient plus sécurisées, pour que les activités soient plus sécurisées, pour que les fonds propres soient plus forts. Ils ont notamment voulu que Standard & Poor's et Moody's soient également réformés. De la même façon, Hillary Clinton tient à ce que l'on puisse sécuriser les prêts des étudiants et les prêts des gens pour les prêts immobiliers. C'est un État interventionniste aux États-Unis aujourd'hui. Oui, et avec un... Non, aujourd'hui, ce n'est pas un État interventionniste. Non, et ça ne sera pas sous Clinton. C'est un État de sécurité économique. Ce qu'ils veulent, c'est réussir à réduire les risques d'insécurisation économique. C'est un petit peu différent. C'est la thématique des laissés-pour-compte. Totalement le contraire. C'est la thématique des laissés-pour-compte de la globalisation. C'est-à-dire, même Hillary Clinton, qui n'est pas une grande fanatique des accords de libre-échange du tout. Alors justement, elle est très discrète là-dessus, on ne sait pas. Elle est discrète compte tenu de l'opinion américaine, elle est discrète vis-à-vis de ce Elle ne défend pas vraiment l'accord de libre-écge pacifique, justement. Elle l'a défendu et elle l'a finalement pas défendu, ce qui fait que ces genres de volte-face ne la rendent pas populaire forcément dans l'opinion américaine. Mais il reste que elle n'est pas intrinsèquement portée, c'est pas une enthousiaste des accords de libre-échange du tout. Tiens, si on veut faire le lien avec le débat d'hier. Il nous reste 2 minutes, j'aimerais qu'on passe sur Samsung. Oui, 858 milliards de réduction d'impôts aux États-Unis.
mais qui ont été possibles parce que l'État a joué son rôle. C'est très intéressant par rapport à ce qui s'est fait hier soir. Alors, le coup dur tout de même pour Samsung, il faut en parler, parce que c'était vraiment la nouvelle économique de la semaine, puisque le géant sud-coréen prévoit une baisse aujourd'hui de son bénéfice de 3 milliards de dollars, et c'est la conséquence directe de l'arrêt de la production du Galaxy Note. Alors, Philippe Laenschener, est-ce que la marque Samsung, c'est fini? Non, du tout. Regardez, Volkswagen a eu un problème. Spécialiste des marques? Oui, enfin oui, pardon, c'est pas moi qui devrais dire ça, mais disons que j'en ai une, enfin disons que c'est ma vie, quoi. Donc Volkswagen, non, c'est ma vie quotidienne. Volkswagen. Donc Samsung n'est pas mort. Non, Volkswagen a eu un problème avec le diesel. Boeing a dû mettre ses avions pendant 3 mois au sol. BP. Donc 3 milliards pour cette entreprise. Non, attention, on gérable. parle d'autre chose. On parle de la capacité à absorber ce qui représente jamais que 20% de profit grévé sur le 4e trimestre sur une division qui n'est que 50% du global de Samsung et puis en fait 2% des exportations coréennes. Donc l'État est derrière. Mais il faut savoir que le marketing et les marques savent faire ça. Elles savent reconnaître leurs erreurs tout de suite. Elles savent faire des disaster checks. Ils ont été bons alors tout de suite. Mais bien sûr. On retire tout de suite. On indemnise. On fait un disaster check tout de suite. Avec Volkswagen. Et on revient. Et regardez Volkswagen, regardez Boeing, regardez BP. Il y a des exemples. Regardez Toyota qui a ramené. Grosse différence avec Volkswagen, quand même, on est dans les biens de consommation, c'est que ils sont sur un duopole. Et que quand vous avez ce genre de... Quand vous avez des téléphones qui explosent, quand votre grand concurrent est leader du marché, c'est iPhone ou Apple, je pense que c'est plus compliqué à gérer que si vous êtes Volkswagen, vous avez... En plus, dans le cas de Volkswagen, vous pouviez... Non. On a dit dans le cas de Volkswagen à plusieurs reprises, d'autres en font pareil, les autres ne sont pas forcément mieux. Là, c'est vraiment avantage pour Apple. Alors que là, si je puis me permettre, si je puis me permettre, vous avez un problème. On ne sait toujours pas d'ailleurs à quoi est due cette explosion. 22%, on ne le saura pas. 22% de part de marché pour Samsung, 11% pour Apple, 10% pour Huawei, etc. Mais avec quelque chose... Android d'un côté, iOS de l'autre. Donc, on ne passe pas chez Apple. Quand on a un Android, on attend, on passe son tour et on peut éventuellement aller chez Huawei. C'est là où ils vont tenir. Vous êtes d'accord avec... je ne sais pas, je n'ai jamais essayé Android, moi, je peux le dire. Vous êtes un fidèle d'Apple, vous? Moi aussi. Bon, en tout cas, Samsung n'est pas mort, pour vous non plus? Non, certainement pas, parce que je pense à la réaction d'entreprise, a été intelligente, fine et tout ce que vous voulez. Mais... Bon, alors ils ne sont pas morts. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.